Le communisme, une idéologie qui a promis l'utopie et a conduit à des révolutions, a façonné le cours de l'histoire moderne. Dans cette vidéo, nous explorerons l'ascension et la chute du communisme, de ses origines théoriques dans les écrits de Karl Marx et Friedrich Engels, à son application pratique dans des pays comme l'Union soviétique, la Chine, Cuba et la Corée du Nord, et son évolution jusqu'à nos jours. Au cœur du communisme se trouve l'idée d'une société sans classe, où les moyens de production appartiennent à la communauté, éliminant ainsi l'inégalité et l'exploitation. Cette vision a été formulée pour la première fois de manière éloquente dans le manifeste du Parti communiste de 1848, un pamphlet qui a allumé la flamme de la révolte contre les structures capitalistes de l'époque. La première moitié du XXe siècle a été témoin de la première grande expérimentation du communisme avec la révolution russe de 1917. Sous la direction de figures comme Lénine et plus tard Staline, l'Union soviétique a cherché à remodeler non seulement son économie et sa société, mais aussi à exporter l'idéologie communiste à travers le monde. Cependant, le régime a également été marqué par des purges politiques, une répression sévère et un contrôle étatique omniprésent, jetant une ombre sur les idéaux communistes. Après la Seconde Guerre mondiale, le communisme s'est étendu à l'Europe de l'Est, créant un bloc de Nations Unies par une idéologie commune, mais souvent contrôlée par la force depuis Moscou. La guerre froide a vu l'Union soviétique et les États-Unis s'affronter dans une lutte pour l'influence mondiale, une période de tensions nucléaires et de conflits idéologiques. En Chine, Mao Zedong a adapté le communisme aux conditions locales, entraînant des réformes radicales et des mouvements sociaux comme la révolution culturelle. Mais après sa mort, la Chine a entamé une série de réformes économiques sous Deng Xiaoping, ouvrant la voie à une économie de marché socialiste unique qui a transformé le pays en une superpuissance économique. Cuba, sous Fidel Castro, a adopté le communisme après sa révolution de 1959, devenant un symbole de résistance contre l'hégémonie américaine dans les Amériques. Malgré les défis économiques et l'isolement international, Cuba a maintenu son système communiste tout en introduisant des réformes pour diversifier son économie. La Corée du Nord, quant à elle, représente peut-être la forme la plus isolée et la plus autoritaire du communisme aujourd'hui, avec un régime qui a résisté à la fois au changement et à l'ouverture au monde extérieur. La chute du mur de Berlin en 1989 et la dissolution de l'Union soviétique en 1991 ont marqué la fin de l'ère communiste en Europe de l'Est et ont symbolisé l'échec du communisme en tant que système politique et économique. Cependant, le communisme en tant qu'idéologie survit, s'adaptant et évoluant dans un monde en mutation. Raison pour laquelle nous examinerons l'histoire du communisme dans toute sa complexité, des espoirs et des rêves qu'il a inspirés, aux réalités souvent sombres de son application. Nous explorerons également comment le communisme continue de se manifester dans le monde contemporain et comment son héritage continue d'influencer la politique, l'économie et la société à l'échelle mondiale. Bienvenue sur Hérodoc, la chaîne Histoire, pour un voyage à travers l'histoire du communisme, une histoire synonyme de pouvoir, de révolution et de la quête incessante de l'idéal d'une société égalitaire. Bon visionnage. Le communisme en tant qu'idéologie politique et sociale a émergé au XIXe siècle comme une réponse aux inégalités et aux injustices engendrées par la révolution industrielle et le capitalisme. Ses racines intellectuelles et rhétoriques sont profondément ancrées dans les travaux de Karl Marx et Friedrich Engels, qui ont cherché à analyser et à résoudre les contradictions de leur époque. Marx et Engels ont observé que l'histoire de la société humaine était marquée par des luttes de classe constantes. Dans leurs ouvrages phares, le manifeste du Parti communiste, publié en 1848, ils ont exposé leur vision d'une société sans classe, où les moyens de production ne seraient plus la propriété privée des capitalistes, mais appartiendraient collectivement à tous les membres de la société. Cette idée était révolutionnaire car elle remettait en question les fondements mêmes de la structure économique et sociale de l'époque. Le manifeste appelait à l'abolition de la propriété bourgeoise, affirmant que la bourgeoisie avait joué un rôle historiquement révolutionnaire en concentrant les moyens de production et en centralisant la propriété, mais qu'elle avait aussi créé les conditions de sa propre chute en produisant ses propres fossoyeurs, le prolétariat. Marx et Engels
soutenait que le prolétariat, la classe des travailleurs modernes, qui n'avaient pas de moyens de production propres et qui devaient vendre leur force de travail pour vivre, était destiné à renverser la bourgeoisie. La vision communiste de Marx et Engels était donc une société où la planification remplacerait le marché, où la production serait organisée pour répondre aux besoins humains plutôt qu'aux profits privés et où le travail serait libéré de l'exploitation et de l'aliénation. Ils croyaient que le communisme apporterait non seulement l'égalité économique, mais aussi la vraie liberté pour tous les individus, permettant le plein épanouissement de chacun. Le communisme, tel que conçu par Marx et Engels, n'était pas simplement une idée économique, c'était une vision complète de la transformation sociale et humaine. Ils envisageaient une communauté où la coopération remplacerait la compétition, où la solidarité remplacerait l'isolement social et où la liberté collective permettrait la liberté individuelle. Cependant, la route vers cette société sans classe n'était pas simple. Marx et Engels prévoyaient une période de transition durant laquelle l'État, sous la direction du prolétariat, utiliserait son pouvoir pour abolir les différences de classe et concentrer tous les moyens de production entre ses mains. Ce n'est qu'après cette période de dictature du prolétariat que l'État lui-même s'éteindrait, laissant place à une société communiste sans État, sans classe et sans coercition. Les idées de Marx et Engels ont eu un impact profond sur le monde politique. Leur appel à la révolution a inspiré des générations de militants, de révolutionnaires et de penseurs. Le XXe siècle a vu plusieurs tentatives de construire des sociétés basées sur des principes communistes, avec des résultats variés et souvent controversés. Les débats sur la faisabilité, la moralité et les conséquences du communisme continuent de susciter des discussions passionnées. Au final, les origines du communisme sont ancrées dans une analyse critique du capitalisme et une vision audacieuse d'une société future libérée des chaînes de l'inégalité et de l'exploitation. Les écrits de Marx et Engels ont posé les bases théoriques d'un mouvement qui a cherché à remodeler non seulement l'économie, mais aussi la structure sociale et les relations humaines. Leur héritage continue d'influencer la pensée politique et sociale contemporaine. La Révolution russe de 1917 est un événement monumental dans l'histoire mondiale, marquant la première mise en œuvre majeure du communisme et la naissance de l'Union soviétique. Cette révolution a bouleversé l'ordre établi et a changé le cours de l'histoire. L'année 1917 a vu deux révolutions en Russie. La première, en février, a renversé la monarchie tsariste, qui régnait depuis des siècles. Le tsar Nicolas II a été contraint d'abdiquer et un gouvernement provisoire a été mis en place. Cependant, ce gouvernement n'a pas réussi à apporter les changements nécessaires ni à sortir la Russie de la Première Guerre mondiale, ce qui a exacerbé le mécontentement populaire. C'est dans ce contexte de crise que la seconde révolution, celle d'octobre, a eu lieu. Les bolcheviks, dirigés par Vladimir Lénine, ont pris le pouvoir du gouvernement. Lénine, un révolutionnaire marxiste, avait une vision claire de la Russie post-révolutionnaire. Il voulait établir une société communiste basée sur les idées de Karl Marx et Friedrich Engels, avec à sa tête les bolcheviks, qui promettaient la paix, le pain et la terre au peuple russe. Leur programme a ainsi attiré le soutien des masses fatiguées de la guerre et de la pauvreté. Une fois au pouvoir, les bolcheviks ont commencé à mettre en œuvre des réformes radicales. Ils ont nationalisé les terres et les ont redistribuées aux paysans, pris le contrôle des usines et des banques et ont signé un traité de paix avec l'Allemagne pour mettre fin à la participation de la Russie à la Première Guerre mondiale. Ces mesures ont été accompagnées d'une répression sévère contre ceux qui s'opposaient au nouveau régime. La révolution a également déclenché une guerre civile brutale en Russie, opposant les forces rouges bolcheviques aux armées blanches composées de monarchistes, de nationalistes et d'interventions étrangères. Malgré les divisions internes et les difficultés économiques, les bolcheviks sont sortis victorieux de cette guerre civile, consolidant ainsi leur pouvoir. En 1922, la Russie bolchevique a été transformée en Union des républiques socialistes soviétiques, URSS, un État fédéral de républiques socialistes. L'URSS était basée sur les principes du communisme, avec l'idée que tous les moyens de production appartiendraient au peuple. C'était une expérience sans précédent dans l'histoire humaine, une tentative de construire une société sans classe et sans propriété privée. La révolution russe et la création de l'URSS ont eu un impact profond sur le reste du monde. Elles ont inspiré des mouvements révolutionnaires et des partis communistes dans de nombreux pays. La révolution a également été un facteur clé dans le déclenchement de la guerre froide, une période de tension et de confrontation entre les puissances communistes et capitalistes qui a duré
jusqu'à la fin du XXe siècle. Au final, la révolution russe de 1917 a été un moment charnière qui a non seulement transformé la Russie, mais a également eu des répercussions mondiales. Sous la direction de Lénine, elle a conduit à la première mise en œuvre majeure du communisme et à la création de l'Union soviétique, un nouvel acteur sur la scène mondiale qui allait jouer un rôle central dans les affaires mondiales pendant des décennies. La révolution a laissé un héritage complexe et continue d'être étudié et débattu par les historiens et les politologues. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde a assisté à une expansion rapide du communisme, une idéologie qui a pris racine dans les travaux de Karl Marx et Friedrich Engels au XIXe siècle. Cette expansion a été particulièrement notable en Europe de l'Est, en Chine, à Cuba et dans d'autres régions, souvent avec le soutien actif ou indirect de l'Union soviétique. En Europe de l'Est, l'Union soviétique a établi des régimes communistes dans les pays qu'elle avait libérés de l'occupation nazie. Ces pays, y compris la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie et l'Allemagne de l'Est, sont devenus les satellites de l'URSS, adoptant des systèmes politiques et économiques alignés sur ceux de Moscou. Le processus d'installation de ces régimes a souvent été marqué par la force, avec des élections truquées, des purges politiques et la suppression des oppositions. En Asie, la victoire de Mao Tse-tung et du Parti communiste chinois en 1949 a été un autre jalon majeur de l'expansion du communisme. La longue guerre civile chinoise entre les communistes et les nationalistes du Kuomintang s'est terminée par la proclamation de la République populaire de Chine, un État communiste qui allait devenir un acteur majeur sur la scène internationale. La révolution chinoise a adapté les principes marxistes-léninistes aux conditions spécifiques de la Chine, avec un accent sur la paysannerie comme force révolutionnaire. À Cuba, la révolution de 1959, dirigée par Fidel Castro, a renversé le régime de Batista et a établi un gouvernement socialiste qui s'est rapidement tourné vers l'Union soviétique pour obtenir un soutien économique et militaire. La transformation de Cuba en un État communiste a eu un impact significatif dans l'hémisphère occidental et a été un facteur clé de la crise des missiles de Cuba en 1962, qui a vu le monde au bord d'une guerre nucléaire. L'expansion du communisme ne s'est pas limitée à ces régions. En Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, des mouvements de guérilla inspirés par le marxisme-léninisme ont cherché à renverser les régimes coloniaux ou dictatoriaux. L'Union soviétique a souvent soutenu ces mouvements, voyant dans leur lutte une extension de sa propre confrontation idéologique avec l'Occident capitaliste. Cette période d'expansion communiste a également été marquée par la guerre froide, une confrontation globale entre l'Union soviétique et les États-Unis et leurs alliés respectifs. La division du monde en blocs communistes et capitalistes a conduit à des conflits par procuration, à une course aux armements et à une compétition intense pour l'influence géopolitique. L'expansion du communisme a eu des conséquences profondes sur les sociétés concernées, bien que certains aient vu dans le communisme une promesse d'égalité et de justice sociale, d'autres ont souffert de la répression politique, des atteintes aux droits de l'homme et des difficultés économiques. Les régimes communistes ont souvent été caractérisés par un parti unique, une économie planifiée et une absence de pluralisme politique. Au final, l'expansion du communisme après la Seconde Guerre mondiale a remodelé le paysage politique mondial. Elle a été un phénomène complexe façonné par des facteurs locaux, régionaux et internationaux et a laissé un héritage durable qui continue d'influencer les relations internationales et les débats politiques contemporains. La chute de l'Union soviétique en 1991 a marqué la fin d'une époque, mais les idées et les expériences du communisme restent un sujet d'étude et de réflexion important. Le communisme en Asie, et plus particulièrement en Chine, a pris une forme unique sous la direction de Mao Tse-tung. Mao, un leader charismatique et un stratège politique, a adapté les idées marxistes-léninistes aux conditions sociales et économiques spécifiques de la Chine. Cette adaptation a conduit à l'un des événements les plus tumultueux de l'histoire moderne chinoise, la révolution culturelle. Mao Zedong a émergé comme un leader du Parti communiste chinois, le PCC, dans les années 1920 et 1930, période marquée par des luttes politiques et des conflits armés contre les forces nationalistes du Kuomintang, ainsi que contre l'occupation japonaise. Après la victoire du PCC en 1949, Mao a proclamé la fondation de la République populaire de Chine,
un État communiste qui cherchait à remodeler la société chinoise selon les principes marxistes. Dans les premières années de la République populaire, Mao a lancé plusieurs campagnes pour transformer l'économie et la société chinoise. La réforme agraire a redistribué les terres des propriétaires fonciers aux paysans et les premiers plans quinquennaux ont cherché à industrialiser rapidement le pays. Cependant, certaines de ces politiques, comme le grand bond en avant, ont eu des conséquences désastreuses, entraînant une famine massive et la mort de millions de personnes. La révolution culturelle, initiée par Mao en 1966, visait à purger la société chinoise de ses éléments bourgeois et à revigorer l'esprit révolutionnaire du communisme. Mao a mobilisé les jeunes, en particulier les gardes rouges, pour attaquer les 4 vieilleries, en l'occurrence les vieilles idées, la vieille culture, les vieilles coutumes et les vieilles habitudes. Les intellectuels, les fonctionnaires et même les membres du PCC ont été ciblés, subissant des humiliations publiques, des persécutions et bien souvent la mort. La révolution culturelle a bouleversé la vie en Chine. Les écoles et les universités ont été fermées, l'économie a été perturbée et la structure sociale a été profondément ébranlée. Les conflits entre factions rivales des gardes rouges ont entraîné le chaos et la violence. La révolution culturelle a également eu un impact sur la politique étrangère de la Chine, isolant davantage le pays sur la scène internationale. Les conséquences de la révolution culturelle ont été profondes et durables. Après la mort de Mao en 1976, le PCC a pris ses distances avec certains aspects de son héritage, en particulier la révolution culturelle. Sous la direction de Deng Xiaoping, la Chine a entamé une période de réforme et d'ouverture, cherchant à moderniser l'économie tout en maintenant le contrôle politique du parti unique. Au final, le communisme en Asie, incarné par l'expérience chinoise, a été marqué par l'ambition de Mao Zedong de créer une société communiste idéale. Cependant, les méthodes utilisées, en particulier pendant la révolution culturelle, ont eu des effets dévastateurs sur la société chinoise. L'héritage de cette période continue d'influencer la Chine contemporaine, à la fois dans la mémoire collective et dans la gouvernance du pays. La révolution culturelle reste un sujet sensible et controversé, un chapitre de l'histoire chinoise qui est encore l'objet de débats et de réflexions critiques. La guerre froide, qui a duré de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la dissolution de l'Union soviétique en 1991, a été une période définie par la rivalité idéologique et géopolitique entre les deux superpuissances de l'époque, l'Union soviétique et les États-Unis. Ce conflit n'a jamais dégénéré en une guerre ouverte entre les deux nations, mais il a façonné la politique internationale pendant près d'un demi-siècle, influençant les relations étrangères, les politiques intérieures, les économies nationales et même la culture populaire. Au cœur de la guerre froide se trouvaient 2 idéologies opposées, le communisme et le capitalisme. L'Union soviétique, sous la bannière du communisme, prônait une société sans classe où les moyens de production seraient collectivisés et contrôlés par l'État. En contraste, les États-Unis défendaient le capitalisme, un système économique basé sur la propriété privée, le marché libre et la concurrence individuelle. La guerre froide a été marquée par plusieurs crises majeures qui ont menacé la paix mondiale. La crise des missiles de Cuba en 1962, où l'Union soviétique a installé des missiles nucléaires à Cuba, a poussé le monde au bord de la guerre nucléaire. Le blocus de Berlin, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam et l'invasion soviétique de l'Afghanistan sont d'autres exemples de la manière dont la guerre froide s'est manifestée à travers le globe. La course aux armements a été un autre aspect de la guerre froide, avec les deux superpuissances développant des arsenaux nucléaires capables de détruire la planète plusieurs fois. Cette accumulation d'armes a conduit à une politique de dissuasion connue sous le nom de destruction mutuelle assurée, où ni l'Union soviétique ni les États-Unis ne pouvaient se permettre d'attaquer l'autre sans risquer leur propre anéantissement. La guerre froide a également vu une intense compétition dans des domaines tels que la science et la technologie, le plus célèbre étant la course à l'espace. Le lancement du satellite soviétique Sputnik en 1957 a été suivi par une série de réalisations spatiales des deux nations, culminant avec l'atterrissage de l'homme sur la Lune par les États-Unis en 1969. Sur le plan culturel, la guerre froide a influencé les films, la littérature, l'art et la musique, souvent représentant les thèmes de l'espionnage, du patriotisme et de la peur de l'apocalypse nucléaire. La propagande était omniprésente, chaque camp cherchant à promouvoir sa vision du monde comme supérieure et à dépeindre l'autre comme une menace pour le mode de vie de ses citoyens.
La détente, une période de relâchement des tensions dans les années 1970, a vu des accords importants sur le contrôle des armements et une communication accrue entre l'Est et l'Ouest. Cependant, cette période a été de courte durée et les tensions ont de nouveau augmenté dans les années 1980 sous les présidences de Ronald Reagan aux États-Unis et de Mikhaïl Gorbatchev en Union soviétique. La fin de la guerre froide est souvent attribuée aux réformes de Gorbatchev, la perestroïka et la glasnost, qui ont cherché à ouvrir l'économie soviétique et à accorder plus de liberté à ses citoyens. Ces changements, combinés à des pressions économiques et politiques internes et externes, ont finalement conduit à l'effondrement de l'Union soviétique et à la fin de la guerre froide. Au final, la guerre froide a été une période complexe et souvent périlleuse de l'histoire mondiale, caractérisée par la lutte pour l'influence géopolitique et la suprématie idéologique. Son héritage continue d'influencer les relations internationales et la politique mondiale aujourd'hui, et les leçons tirées de cette période restent pertinentes dans un monde où de nouvelles puissances émergent et où les anciennes rivalités peuvent être réexaminées. Le système de goulag, un terme qui évoque les images de souffrance et de répression, a été l'un des aspects les plus sombres de l'Union soviétique. Ces camps de travail forcés, qui ont parsemé le paysage soviétique, ont servi d'outils de contrôle politique et de développement économique, mais à un coût humain incommensurable. Le terme goulag est un acronyme russe pour Direction principale des camps, qui était l'agence gouvernementale chargée de gérer ces camps de travail. Le système a été mis en place peu après la révolution bolchevique de 1917, mais c'est sous le régime de Joseph Staline, dans les années 1930 et 1940, qu'il a atteint son apogée. Les goulags étaient destinés à isoler et à exploiter les personnes considérées comme une menace pour le pouvoir soviétique ou comme des éléments socialement nuisibles. Les détenus des goulags, souvent appelés zèques, étaient une population hétérogène. Ils comprenaient des criminels de droit commun, mais aussi des prisonniers politiques, des dissidents, des intellectuels, des artistes, des membres du clergé et même des membres du Parti communiste tombés en disgrâce. Beaucoup ont été emprisonnés sur la base de fausses accusations ou de délits mineurs tels que le retard au travail ou la critique du gouvernement. Les conditions de vie dans les goulags étaient extrêmement dures. Les prisonniers étaient soumis à des travaux forcés et épuisants, souvent dans des conditions climatiques extrêmes, notamment dans les régions éloignées de Sibérie. Ils étaient logés dans des baraquements surpeuplés, souffraient de malnutrition, de maladies, et étaient sous la surveillance constante de gardes brutaux. La mort par épuisement, maladie ou exécution était courante. Le travail dans les goulags était censé contribuer à l'économie soviétique. Les prisonniers construisaient des routes, exploitaient des mines, coupaient du bois et participaient à d'autres projets industriels. Cependant, l'efficacité économique de ce travail forcé était douteuse, et le véritable objectif semblait être la répression et l'intimidation. La grande terreur de la fin des années 1930 a vu un afflux massif de prisonniers dans les goulags, à mesure que Staline consolidait son pouvoir. Les purges politiques ont entraîné des arrestations et des exécutions en masse. Les goulags sont ainsi devenus synonymes de la terreur stalinienne, un système où la justice était arbitraire et la vie humaine bon marché. Après la mort de Staline, en 1953, le système de goulag a commencé à être démantelé, en partie à cause de la dénonciation de ses excès par son successeur, Nikita Khrouchtchev. Cependant, des formes de répression et de détention politique ont continué en Union soviétique jusqu'à sa chute en 1991. Le goulag a laissé une empreinte indélébile sur la conscience collective non seulement en Russie, mais dans le monde entier. Il est devenu un symbole puissant des dangers du totalitarisme et de l'importance des droits de l'homme. Les récits de survivants, tels que ceux d'Alexandre Solzhenitsyn, dans son œuvre L'archipel du goulag, ont révélé au monde l'horreur de ces camps. Au final, le goulag était un système brutal qui a marqué l'histoire de l'Union soviétique. Il a été un outil de contrôle politique et de développement économique, mais à un coût humain incommensurable. Son héritage perdure dans la mémoire collective comme un avertissement des dangers de la répression et de l'autoritarisme. En Europe de l'Est, les régimes communistes ont imposé des politiques de répression sévères pour maintenir leur contrôle. En Hongrie, l'insurrection de 1956 a été brutalement réprimée par les forces soviétiques, entraînant des milliers de morts et des arrestations massives. En Tchécoslovaquie, le printemps de Prague de 1968
Une tentative de libéralisation a été écrasée par l'invasion des troupes du pacte de Varsovie. En Pologne, le régime communiste a réprimé les mouvements de solidarité et les grèves, notamment lors de l'état de siège de 1981. Les régimes communistes d'Europe de l'Est ont utilisé des prisons politiques et des camps de travail pour éliminer les opposants et instiller la peur. Des milliers de dissidents, d'intellectuels et de citoyens ordinaires ont été emprisonnés dans des conditions inhumaines. Ces camps, souvent inspirés du modèle soviétique du goulag, étaient des lieux de travail forcé, de torture et de mort. Les soulèvements populaires contre les régimes communistes ont été fréquents en Europe de l'Est, mais ils ont souvent été réprimés avec une violence extrême. Outre les événements en Hongrie et en Tchécoslovaquie, la Pologne a connu plusieurs vagues de protestations, notamment en 1956, 1970 et 1980. Chaque fois, les autorités ont répondu par la force, utilisant l'armée et la police. Ces événements témoignent des méthodes brutales utilisées par les régimes communistes pour conserver leur emprise sur le pouvoir et réprimer toute forme de dissidence. Ils rappellent également l'importance de la résistance et de la lutte pour la liberté et les droits de l'homme. En Amérique latine, plusieurs mouvements communistes ont émergé au cours du XXe siècle, souvent sous forme de guérilla. Comme on l'a vu, la révolution cubaine menée par Fidel Castro et Che Guevara a été l'un des exemples les plus marquants de la réussite d'un mouvement communiste dans la région. Cependant, dans d'autres parties d'Amérique latine, des groupes comme les FARC en Colombie, le Sentier Lumineux au Pérou et l'Armée de Libération Nationale en Bolivie ont également mené des luttes armées contre les gouvernements en place, cherchant à leur tour à instaurer des régimes communistes. Le communisme au Venezuela, bien que moins dominant que dans d'autres pays, a eu des impacts notables, surtout à travers le Parti communiste du Venezuela et les politiques socialistes mises en œuvre par Hugo Chávez et Nicolás Maduro. Le régime de Nicolás Maduro, souvent associé au socialisme du XXIe siècle, a été marqué par une répression politique intense. Des rapports de l'ONU et d'autres organisations internationales ont documenté des arrestations arbitraires, des disparitions forcées et des actes de torture. Ces actions visent principalement les opposants politiques et les manifestants, créant un climat de peur et de répression. Les politiques économiques socialistes, telles que la nationalisation des industries et le contrôle strict des prix, ont conduit à une crise économique sévère. Le Venezuela, malgré ses vastes réserves pétrolières, a connu une hyperinflation, des pénuries alimentaires et une chute dramatique du PIB. En 2021, environ 77% de la population vivait dans l'extrême pauvreté et des millions de Vénézuéliens ont fui le pays en quête de meilleures conditions de vie. Le régime de Maduro a également été marqué par une corruption endémique. Des fonds publics ont été détournés et des accusations de narcotrafic ont été portées contre les hauts responsables du gouvernement. Cette corruption a non seulement appauvri le pays, mais a aussi sapé la confiance des citoyens dans leurs institutions. Au final, le communisme et les politiques socialistes au Venezuela ont conduit à une répression politique, une crise économique et une corruption généralisée. Ces méfaits ont profondément affecté la vie des Vénézuéliens, transformant le pays en un exemple tragique des dangers d'une mauvaise gestion économique et d'un autoritarisme croissant. En Afrique également, plusieurs pays ont adopté des régimes communistes après leur indépendance. En Angola, le Mouvement populaire de libération de l'Angola, le MPLA, a instauré un régime marxiste-léniniste après l'indépendance en 1975, mais le pays a été plongé dans une guerre civile prolongée. En Éthiopie, la junte militaire du Derg a pris le pouvoir en 1974 et instauré un régime communiste menant à des purges et des famines massives. Au Mozambique, le Front de libération du Mozambique, le Frélimo, a gouverné en tant que parti unique après l'indépendance en 1975, mais le pays a également été dévasté par une guerre civile. Les politiques communistes ont souvent eu des conséquences dévastatrices sur les populations locales. En Amérique latine, les guérillas ont entraîné des décennies de violence, de déplacements forcés et de souffrances pour les civils. En Afrique, les régimes communistes ont souvent conduit à des famines, des purges politiques et des guerres civiles prolongées. Les populations locales ont souffert de la répression, de la pauvreté et de l'instabilité économique, laissant des cicatrices profondes qui perdurent encore aujourd'hui. Ces exemples montrent les impacts complexes et souvent tragiques des mouvements et régimes communistes dans différentes régions du monde. Dans les années 1980, l'Union soviétique a traversé une période de transformation significative sous la direction de Mikhaïl Gorbatchev. Avec
L'introduction de la perestroïka et de la glasnost, Gorbatchev a cherché à revitaliser l'économie stagnante de l'URSS et à ouvrir la société soviétique qui avait été longtemps isolée et répressive. Ces réformes ont marqué une rupture avec les politiques rigides de ses prédécesseurs et ont finalement joué un rôle clé dans la fin de la guerre froide et la dissolution de l'Union soviétique. La perestroïka, qui signifie restructuration, a été lancée pour réformer l'économie soviétique. Gorbatchev a reconnu que le modèle économique centralisé et planifié de l'URSS ne pouvait pas répondre efficacement aux besoins de la population ni concurrencer les économies de marché occidentales. La perestroïka visait à introduire des éléments de marché et de concurrence dans l'économie soviétique, à encourager l'initiative privée et à réduire le rôle omniprésent de l'État dans la production et la distribution des biens. Parallèlement à ces réformes économiques, Gorbatchev a introduit la glasnost, ou transparence, pour promouvoir une plus grande ouverture dans la société soviétique. La glasnost a permis une liberté d'expression sans précédent, la libération de dissidents politiques, une presse moins censurée et une discussion plus ouverte à des problèmes sociaux et politiques. Cela a conduit à une réévaluation publique de l'histoire soviétique, y compris des critiques des excès du stalinisme. Ces réformes ont eu des conséquences profondes, tant au niveau national qu'international. À l'intérieur de l'URSS, elles ont déclenché un débat public et ont donné aux républiques soviétiques le courage de demander plus d'autonomie. Sur la scène internationale, la détente a conduit à une réduction des tensions avec l'Occident, notamment à travers des accords de désarmement et la fin de la course aux armements. Cependant, la perestroïka et la glasnost ont également eu des effets inattendus. L'économie soviétique a souffert de l'incertitude pendant la transition vers un marché plus ouvert, entraînant des pénuries et une insatisfaction croissante parmi la population. De plus, la liberté politique accrue a permis l'émergence de mouvements nationalistes et séparatistes qui ont finalement contribué à l'effondrement de l'Union soviétique. En fin de compte, la période de détente et de réforme a été une ère de changement radical pour l'Union soviétique. Les politiques de Gorbatchev ont été saluées pour avoir mis fin à la guerre froide et pour avoir apporté des réformes nécessaires, mais elles ont également précipité la fin de l'Union soviétique. La perestroïka et la glasnost restent des sujets d'étude importants pour les historiens et les politologues, offrant des leçons sur les défis de la réforme dans un système autoritaire et sur les dynamiques de changement politique et économique. La chute du mur de Berlin dans la nuit du 9 novembre 1989 est un événement qui a marqué l'histoire contemporaine, symbolisant la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère pour l'Europe et le monde entier. Ce mouvement a été le point culminant d'une série de changements politiques et sociaux qui ont secoué l'Europe de l'Est et ont conduit à la dissolution de l'Union soviétique. Le mur de Berlin, construit en 1961, était le symbole le plus visible de la division de l'Allemagne et de l'Europe pendant la guerre froide. Il séparait non seulement Berlin en deux, mais représentait également la division idéologique entre le communisme et le capitalisme, entre l'Est et l'Ouest. Pendant près de 3 décennies, le mur a été un rappel constant de la division du monde et a été le théâtre de tragédies humaines, avec des citoyens de l'Allemagne de l'Est risquant leur vie pour fuir vers l'Ouest. La chute du mur a été précédée par une série de réformes en Union soviétique sous Mikhaïl Gorbatchev et par une vague de manifestations pour plus de liberté et de réformes démocratiques dans les pays du bloc de l'Est. La pression pour le changement s'est intensifiée tout au long de l'année 1989, avec des mouvements de masse exigeant la fin de la répression gouvernementale et la liberté de mouvement. Lorsque les autorités est-allemandes ont annoncé que les passages vers l'Ouest seraient ouverts, des milliers de Berlinois de l'Est ont saisi l'occasion pour traverser le mur, souvent accueillis par des scènes de joie et de fraternité de la part des Berlinois de l'Ouest. Les images de personnes grimpant sur le mur, le martelant et le traversant ont été diffusées dans le monde entier, devenant un symbole de la victoire de la liberté sur l'oppression. La chute du mur a également eu un impact politique immédiat, accélérant la chute des régimes communistes dans d'autres pays de l'Europe de l'Est et conduisant à la réunification de l'Allemagne moins d'1 an plus tard. Elle a également marqué le début de la fin de l'Union soviétique, qui s'est finalement dissoute en 1991, mettant fin à la guerre froide. La chute du mur de Berlin a été célébrée comme un triomphe de la volonté humaine et un appel à la liberté et à la démocratie. Elle a inspiré des peuples du monde entier à lutter pour leurs droits et à montrer que même les structures les plus oppressives peuvent être renversées par la détermination collective. Au final, la chute du mur de Berlin n'était pas seulement la fin physique d'une barrière de béton, c'était la fin d'une division idéologique
est la preuve que le désir de liberté et d'unité peut surmonter les obstacles les plus imposants. Cet événement reste un puissant rappel de la capacité de l'humanité à aspirer à un monde meilleur. La dissolution de l'Union soviétique en 1991 a été un événement marquant dans l'histoire mondiale, mettant fin à près de 7 décennies d'existence d'une superpuissance communiste. Cette dislocation a non seulement redessiné la carte géopolitique de l'Eurasie, mais a également signalé un changement idéologique majeur avec de nombreux anciens États soviétiques entamant une transition vers le capitalisme et la démocratie. L'Union soviétique, fondée en 1922, après la révolution russe de 1917, était basée sur les principes du marxisme-léninisme et dirigée par le Parti communiste. Pendant des décennies, elle a été un modèle pour les mouvements communistes à travers le monde et un rival de l'Occident capitaliste, en particulier des États avec lesquels elle a engagé une longue guerre froide. Cependant, au cours des années 1980, l'Union soviétique a été confrontée à des problèmes économiques croissants, à un mécontentement politique et à une pression pour des réformes. Sous la direction de Mikhaïl Gorbatchev, les politiques de perestroïka et de glasnost ont été mises en œuvre dans le but de moderniser l'économie et de libéraliser la société. Bien que ces réformes aient été conçues pour renforcer le système socialiste, elles ont finalement contribué à son effondrement. Les réformes de Gorbatchev ont déclenché une série de mouvements nationalistes et indépendantistes dans les républiques constitutives de l'URSS. La liberté accrue de la presse et la libéralisation politique ont permis au peuple de ces républiques d'exprimer ouvertement leur désir d'autonomie ou d'indépendance. En 1991, après un coup d'État manqué par des membres conservateurs du gouvernement cherchant à renverser Gorbatchev et à restaurer l'ancien régime, les républiques soviétiques ont commencé à déclarer leur indépendance les unes après les autres. Le 25 décembre 1991, Gorbatchev a démissionné de son poste de président de l'URSS et le lendemain, l'Union soviétique a cessé d'exister. Le drapeau soviétique a été abaissé pour la dernière fois au Kremlin et le drapeau de la Fédération de Russie a été hissé à sa place. La communauté internationale a rapidement reconnu la dépendance des anciennes républiques soviétiques et beaucoup d'entre elles ont entrepris des réformes pour établir des économies de marché et des systèmes politiques démocratiques. La fin de l'Union soviétique a eu des implications profondes. Elle a mis fin à la guerre froide et a ouvert la voie à une nouvelle ère de relations internationales. Les anciennes républiques soviétiques ont dû naviguer dans les eaux troubles de la transition économique, avec des résultats variés. Certaines ont réussi à établir des démocraties stables et des économies prospères, tandis que d'autres ont lutté contre la corruption, les conflits internes et les difficultés économiques. Au final, la dissolution de l'Union soviétique a été un moment déterminant qui a non seulement marqué la fin d'une superpuissance communiste, mais a également ouvert un chapitre incertain pour les anciens États soviétiques. La transition vers le capitalisme et la démocratie a été un processus complexe et difficile, dont les répercussions se font encore sentir de nos jours. La fin de l'URSS reste un sujet d'étude crucial pour comprendre les dynamiques du pouvoir, les changements idéologiques et les processus de transition politique et économique dans le monde post-guerre froide. Le génocide des Khmers rouges, qui a eu lieu au Cambodge entre 1975 et 1979, est l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire moderne. Sous la direction de Pol Pot, le régime des Khmers rouges a cherché à transformer radicalement la société cambodgienne en une utopie agraire communiste. Pour atteindre cet objectif, ils ont mis en œuvre des politiques extrêmes qui ont entraîné la mort de près de 2 millions de personnes, soit environ un quart de la population du pays à l'époque. Lorsque les Khmers rouges ont pris le pouvoir en avril 1975, ils ont immédiatement évacué les villes, forçant des millions de personnes à se déplacer vers les campagnes pour travailler dans des conditions extrêmement dures. Les intellectuels, les professionnels et ceux perçus comme des ennemis du régime ont été systématiquement persécutés. Les centres de détention, comme la tristement célèbre prison S21 à Phnom Penh, ont été utilisés pour torturer et exécuter des milliers de personnes. La vie sous le régime des Khmers rouges était marquée par la famine, le travail forcé et la répression brutale. Les familles étaient souvent séparées et toute forme de dissidence était sévèrement punie. Les purges internes du parti ont également conduit à l'exécution de nombreux membres de Khmers rouges, eux-mêmes. Accusés de trahison,
ou de déviation idéologique. En 1979, l'invasion vietnamienne a mis fin au règne des Khmers rouges, libérant Phnom Penh et permettant au pays de commencer à se reconstruire. Cependant, les conséquences du génocide ont laissé des cicatrices profondes sur la société cambodgienne. La perte massive de vies humaines, les traumatismes psychologiques et la destruction des infrastructures ont posé des défis énormes pour la reconstruction du pays. Les crimes du communisme au Cambodge, sous les Khmers rouges, incluent des massacres de masse, des exécutions extrajudiciaires, des tortures, des déportations forcées et des famines provoquées par des politiques économiques désastreuses. Les efforts pour rendre justice aux victimes ont été longs et complexes. Les tribunaux internationaux, comme les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, ont jugé plusieurs dirigeants Khmers rouges pour crimes contre l'humanité. Malgré ces efforts, de nombreux responsables n'ont jamais été traduits en justice. Aujourd'hui, la mémoire du génocide est préservée à travers des mémoriaux et des musées, et le Cambodge continue de travailler sur la réconciliation nationale. Le génocide des Khmers rouges reste un rappel poignant des dangers des idéologies extrémistes et de l'importance de la vigilance pour préserver de telles atrocités à l'avenir. Le communisme, en tant que système politique et économique, continue d'exister aujourd'hui, bien que sous des formes qui ont souvent évolué depuis l'époque de la guerre froide. Des pays comme la Chine, Cuba et la Corée du Nord sont les bastions contemporains de ce système, chacun avec ses propres particularités et adaptations. La Chine, par exemple, reste officiellement un État communiste sous la direction du Parti communiste chinois, le PCC. Cependant, depuis les réformes initiées par Deng Xiaoping dans les années 1980, la Chine a intégré des éléments de l'économie de marché dans son système économique planifié. Ces réformes, connues sous le nom de socialisme à la chinoise, ont permis une croissance économique rapide et ont transformé la Chine en une puissance économique mondiale. Le secteur privé joue désormais un rôle important dans l'économie chinoise, bien que le gouvernement conserve un contrôle strict sur les industries clés et la direction politique du pays. Cuba, après la révolution de 1959, a établi un gouvernement communiste qui a nationalisé les industries et mis en place une économie planifiée. Toutefois, face aux défis économiques, notamment après l'effondrement de l'Union soviétique et la fin de son soutien économique, Cuba a également dû introduire des réformes. Ces changements ont inclus l'autorisation de certaines formes de propriété privée, l'expansion du secteur touristique et l'ouverture à l'investissement étranger, tout en maintenant le contrôle de l'État sur les aspects essentiels de l'économie. La Corée du Nord est peut-être l'exemple le plus isolé et le plus rigide du communisme aujourd'hui. Officiellement appelée la République populaire démocratique de Corée, elle maintient une économie fortement centralisée et planifiée avec un contrôle étatique presque total sur la production et la distribution. Cependant, même la Corée du Nord a dû faire face à la réalité économique et des rapports indiquent l'existence de marchés informels et une certaine tolérance pour les activités entrepreneuriales, bien que dans un cadre très limité et contrôlé. Ces exemples montrent bien que le communisme en tant qu'idéologie reste, les pays qui s'en réclament ont dû s'adapter aux réalités économiques mondiales. L'intégration de certains aspects du marché libre a été essentielle pour leur survie économique. Cependant, ces adaptations ont souvent conduit à des tensions internes, car elles peuvent être perçues comme s'éloignant des principes communistes originaux de propriété collective et d'égalité économique. En outre, le communisme aujourd'hui doit faire face à des défis tels que la mondialisation, les avancées technologiques et les pressions pour une plus grande ouverture politique et sociale. Les gouvernements communistes sont confrontés à la tâche délicate de maintenir leur légitimité idéologique, tout en poursuivant des politiques qui peuvent sembler contradictoires avec les doctrines marxistes-léninistes traditionnelles. Au final, le communisme, au XXIe siècle, est un mélange complexe de maintien des idéaux révolutionnaires et d'adaptation pragmatique aux exigences économiques. Les pays communistes d'aujourd'hui naviguent dans un environnement mondial qui exige flexibilité et innovation, tout en essayant de rester fidèles à leurs racines idéologiques. La question de savoir comment ces États évolueront à l'avenir reste ouverte, avec des implications significatives pour leurs citoyens et pour la politique mondiale. Le communisme, bien qu'ayant changé de forme, continue d'influencer le discours politique et économique international. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Merci infiniment de l'avoir regardé. Si son contenu vous a plu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à utiliser le bouton merci juste en dessous de cette vidéo. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, nous avons également une page Tipeee où vous pouvez contribuer selon vos moyens. Chaque don, grand ou petit, fait une énorme différence
et aide grandement la chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos et de partager la vidéo avec vos amis. Encore une fois, merci du fond du cœur pour votre soutien, vos commentaires et votre engagement. À très bientôt.